Bonjour et bienvenue sur Anatomie avec Abdoulaye. Dans cette vidéo, je vous propose une leçon d'anatomie sur la vue ventrale et la topographie du squelette du tronc. Cette vidéo comporte deux parties. Dans la première partie, nous parlerons du thorax et dans la deuxième partie, nous aborderons la ceinture pelvienne. Tout d'abord, voyons le thorax. L'étude du squelette du thorax va porter d'abord sur la forme du thorax, puis elle portera sur sa limite supérieure et sur sa limite inférieure. Enfin, elle portera sur la projection des viscères sur la paroi thoracique ventrale. D'abord, la forme du thorax. Le thorax s'étale en haut par l'attache du membre thoracique et prend la forme d'un tronc de cône aplati d'avant en arrière. Le thorax épouse la forme d'un tronc de cône aplati d'avant en arrière. Quelle est la limite supérieure du thorax? La limite supérieure du thorax répond à l'incisure jugulaire du sternum. L'incisure jugulaire du sternum se projetant en arrière sur le disque TH2-TH3. Latéralement, la limite supérieure se poursuit par la clavicule et par l'acromion. Latéralement, la limite supérieure se poursuit par la clavicule et par l'acromion. L'acromion représente un point anthropométrique important puisqu'il constitue à la fois l'extrémité crâniale ou supérieure du membre thoracique et l'extrémité latérale du diamètre biacromial. Donc voici l'extrémité supérieure ou crâniale du membre thoracique. Et ici, nous avons l'extrémité latérale du diamètre biacromial. Cette position de l'acromion explique pourquoi il représente un point anthropométrique important. En morphologie, l'anthropométrie est une technique de mesure des proportions morphologiques pratiquée sur le corps humain. Quelle est la limite inférieure du thorax? La limite inférieure ou caudale du thorax est marquée par le processus xiphoïde, et par la synchondrose xyphosternale et par la synchondrose xyphosternale, se projetant en arrière sur la 10e vertèbre thoracique des 10. Latéralement apparaît le rebord costal inférieur, constitué par les 7e, 8e, 9e et 10e cartilages costaux, 7e cartilage costal, 8e cartilage costal, 9e cartilage costal et 10e cartilage costal. Ces quatre cartilages forment le rebord costal inférieur, à droite comme à gauche, et constituent la limite inférieure latérale de la cage thoracique.
Le 10e cartilage costal répond à la ligne de la taille et se projette sur les disques L2, L3. Voici le 10e cartilage costal droit. Et ici, le 10e cartilage costal gauche. Le 10e cartilage costal gauche et droit répond à la ligne de taille. Ici, la ligne de taille. Et se projette sur le disque L2, L3, c'est-à-dire les disques qui séparent la deuxième vertèbre lombale et la troisième vertèbre lombale, les disques L2, L3. Qu'est-ce que c'est la ligne de taille en anatomie? Selon les définitions lexicographiques et étymologiques, la ligne de taille est la partie du corps située entre les côtes ou le thorax et les hanches. Donc ici, voici la ligne de taille. C'est la partie la plus étroite du torse. La partie la plus étroite du torse. Chez les femmes, la ligne de taille se situe généralement 2 ou 3 cm au-dessous du nombril. Chez les hommes, elle est plus variable de 1 ou 2 cm au-dessous du nombril, mais parfois un peu plus. Pendant des siècles, les femmes ont cherché à accentuer cette finesse de la taille. Cette finesse de la taille qui représente un signe de féminité, de beauté et de jeunesse. Le rebord costaux droit et gauche ménage entre eux un angle infrasternal dont la valeur varie avec les mouvements respiratoires. Par la première vertèbre lombale, à ce niveau, passe une ligne horizontale au plan transpylorique, unissant le 9e cartilage costal droit et le 9e cartilage costal gauche. Vers l'avant, la symphyse manubriosternale se situe à la hauteur de la 5e vertèbre thoracique. Ici, la symphyse manubriosternale, c'est-à-dire l'articulation qui unit le manubrium au corps sternal, se projette à la hauteur de la 5e vertèbre thoracique. Maintenant que nous connaissons la forme, les limites supérieures et inférieures du thorax, voyons la projection des viscères sur la paroi thoracique antérieure. 4 éléments se projettent sur la paroi thoracique ventrale ou antérieure. Ce sont la coupole diaphragmatique, qui comporte deux parties, la coupole diaphragmatique
gauche et la coupole diaphragmatique droite. Le deuxième élément qui se projette sur la paroi antérieure du thorax est le centre tendineux. Le centre tendineux en pointillé ici. Le troisième élément qui se projette sur la paroi antérieure du thorax est les sillons inframammaires. Au nombre de 2, le sillon inframammaire gauche, excusez-moi, ici le sillon inframammaire droit et ici le sillon inframammaire gauche. Le quatrième élément qui se projette sur la paroi thoracique antérieure est la région aréolo-mamelonnaire, au nombre de 2 également. Ici la région aréolo-mamelonnaire droite et à gauche la région aréolo-mamelonnaire. La coupole diaphragmatique se projette sur la paroi thoracique ventrale au niveau du quatrième espace intercostal. Le centre tendineux du diaphragme se projette en regard de la 9e vertèbre thoracique chez le sujet en décubitus dorsal et au repos respiratoire. Le sillon inframammaire est placé à la hauteur de la 7e côte. Le sillon inframammaire est placé à la hauteur de la 7e côte. La région aréolo-mamelonnaire repère chez la femme le 5e espace intercostal. La région aréolo-mamelonnaire permet de repérer chez la femme le 5e espace intercostal. Étudions à présent la ceinture pelvienne. Voici la ceinture pelvienne. La ceinture pelvienne est marquée par la présence de l'épine iliaque ventrale et crâniale ou épine iliaque antérieure et supérieure. Voici l'épine iliaque ventrale et crâniale droite. Et ici, l'épine iliaque ventrale et crâniale gauche. Ces deux épines marquent la symphyse pelvienne. L'épine iliaque ventrale et crâniale est un point anthropométrique important. En effet, elle repère l'extrémité crâniale ou supérieure du membre pelvien. La ligne unissant l'épine, les deux épines iliaques, cette ligne unissant les deux épines iliaques cette ligne unissant les deux épines iliaques ventrocrâniales, encore appelé diamètre biépineux, diamètre qui sépare les deux épines iliaques.
passe en dessous du niveau du promontoire. Voici le promontoire. Et qu'est-ce que c'est le promontoire? Le promontoire est l'angle obtus formé par l'articulation entre la 5e vertèbre lombale et le sacrum. Donc, l'articulation formée par la 5e vertèbre lombale et le sacrum forment le promontoire. Le diamètre biépineux ou le diamètre ou la ligne horizontale qui passe par les deux épines iliaques, ventrale et crâniale passe en dessous de l'articulation formée par la 5e vertèbre lombale et le sacrum appelé le promontoire. La crête iliaque culmine à la hauteur de la 5e vertèbre lombale, ici, à la hauteur de la 4e vertèbre lombale. La crête, voici la crête iliaque gauche et ici la crête iliaque droite. Cette crête iliaque culmine à la hauteur de la 4e vertèbre lombale, en regard de laquelle se place le nombril. Autrement dit, le point le plus haut de la crête iliaque se situe à la hauteur de la 4e vertèbre lombale, en regard de laquelle prend place le nombril. La distance séparant les deux crêtes iliaques ou diamètre bicrête permet de mesurer le diamètre transversal du bassin. La distance qui sépare les deux crêtes iliaques ou diamètre bicrête permet de mesurer en obstétrique le diamètre transversal du bassin. La ceinture pelvienne vers le bas et vers l'avant se repère par le bord crânial ou supérieur de la symphyse pubienne, ici, le bord crânial ou supérieur de la symphyse pubienne, le bord caudal ou inférieur du pubis délimite un angle appelé l'angle subpubien, ici. L'angle subpubien est délimité par le bord caudal ou inférieur du pubis. L'angle subpubien est étroit chez l'homme et est plus ouvert chez la femme. Latéralement, l'extrémité crâniale du fémur, c'est-à-dire l'extrémité supérieure du fémur, voici l'extrémité supérieure du fémur gauche, cette extrémité supérieure du fémur
est marqué par la présence d'un grand trochanter. Ici, la présence d'un grand trochanter. Facilement explorable sous les téguments de la hanche. Le grand trochanter permet de mesurer les diamètres bitrochantériens. Les diamètres qui séparent les deux trochantères ou diamètre bitrochantérien. Par son bord crânial, le grand trochanter peut aussi représenter l'extrémité crâniale du membre pelvien. Ici, le bord crânial du fémur droit. Ici, le bord crânial du fémur gauche délimite l'extrémité supérieure ou crâniale du membre pelvien. Les diamètres bicrêtes qui séparent les deux crêtes iliaques. Les diamètres biépineux qui séparent les deux épines iliaques ventrales et crâniales. Et le diamètre bitrochantérien permettent d'apprécier le type morphologique du bassin. En résumé, la vue ventrale du squelette du tronc peut être divisée en deux parties, le thorax et la symphyse pelvienne. Le thorax s'étale en haut et épouse la forme d'un tronc de cône aplati ventrodorsalement. Il est limité en haut par l'incisure jugulaire du sternum et se poursuit latéralement par la clavicule et l'acromion. Sa limite inférieure est marquée par le processus xiphoïde et par la synchondrose xyphosternale. Le processus xiphoïde et par la synchondrose xyphosternale. Latéralement par les rebords costaux droit et gauche. La symphyse pelvienne est marquée par la présence de l'épine iliaque ventrale et crâniale, l'épine iliaque ventrale et crâniale, vers le bas par les bords crânial et inférieur du pubis. La ceinture pelvienne présente de nombreux diamètres importants à connaître en obstétrique. Ces diamètres de la symphyse pubienne feront l'objet d'une nouvelle vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se donne rendez-vous pour une nouvelle. À bientôt.